Deuxième et dernière table ronde avant les grands témoins, dans le prolongement d'ailleurs de la première, puisqu'on a évoqué la thématique de la citoyenneté et de l'inclusion sociale. Et forcément, la suite logique, c'est celle dont nous allons débattre, l'accompagnement social et médico-social, un atout majeur. On va voir en quoi c'est un atout, je vais y arriver, au bout d'un moment c'est difficile de parler, majeur. Donc, écoutez, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de se poser deux questions. D'abord, un accompagnement, ça sert à quoi? Est-ce que c'est uniquement gadget, etc. Est-ce que finalement tout le monde accompagne tout le monde et on se demande où on va? Et puis, si cet accompagnement a un sens, quel est ce sens? Comment fait-on? Comment améliore-t-on? Et bien évidemment, dans le présupposé, il y a écrit un atout majeur. Alors il faudrait qu'on sache en quoi c'est un atout majeur. Je vais y arriver. Donc, on peut peut-être commencer par vous, Bernard Cavard. Donc, vous êtes directeur général de la PSI. Donc, dites-nous d'abord ce que c'est pour ceux qui sont ignorants. Et ensuite, pour répondre déjà à cette question sur l'accompagnement, est-ce que véritablement on est un peu en retard, il y a des choses à faire? Et c'est quoi cet accompagnement? Ça suppose quoi? L'association Prévention Soins Insertion, donc la PSI, association de médico-sociale, association spécialisée sur le handicap psychique, la maladie psychique et le soin d'une façon plus générale, gérant des CMPP et différentes structures sur le handicap psychique, ESAT, foyer d'accueil médicalisé, ITEP, bon voilà, un certain nombre de structures. L'enjeu de l'accompagnement, oui, l'enjeu de l'accompagnement sur la maladie psychique, si accompagnement il doit y avoir, c'est bien là, mais je préciserai accompagnement spécifique, accompagnement singularisé et non normatif. On a affaire, donc sur mesure, on a affaire à ouais. on a affaire à des personnes qui sont concernées d'une façon plus ou moins importante par la maladie, à des moments différents, avec une évolution. Et donc, il est d'autant plus important pour nous, gestionnaires de structures, et on reviendra sur l'aspect médico-social de l'accompagnement, mais je ne vais pas commencer par là, il faudra qu'on revienne là-dessus. Notre devoir, c'est d'arriver à créer la souplesse nécessaire à cette réponse, à cet accompagnement. Alors, juste là, et pour entamer le débat, l'accompagnement, donc absolument nécessaire par rapport au handicap psychique et à la maladie psychique, à condition que ce soit un accompagnement diversifié, non normalisé, et sur 3 axes, et ça me semble important, et je pense qu'on aura l'occasion de reprendre ça, c'est accompagnement aux soins, bien sûr, aux soins les plus adaptés, au moment le plus adapté, en fonction de l'évolution des personnes, mais également accompagnement au choix de vie, au projet de vie. Et ça inclut déjà tout un tas de choses que vous avez déjà traitées dans le cadre de l'inclusion, mais c'est quand même c'est tout à fait important. Donc il y a cet accompagnement sur le soin, l'accompagnement sur le projet de vie de la personne, et sans rester dans les fioritures du langage, c'est vraiment sur les choix de vie, sur les choix de décision à un certain moment d'événements, de circonstances de la vie. On ne fait pas un projet de vie comme ça. Bon. Et puis enfin, 3e élément, c'est un accompagnement à l'expression de la citoyenneté. Puisque en effet, la maladie psychique, c'est aussi un enjeu de démocratie fort. Mais ça, je pense qu'on aura l'occasion de revenir. Donc si vous me posez la question à quoi ça sert l'accompagnement, l'accompagnement, c'est autoriser à, c'est faciliter à. Donc c'est faciliter l'expression de la citoyenneté, c'est faciliter le soin, c'est faciliter la gestion d'événements de vie et d'un parcours de vie. Donc faciliter à. D'accord, non, mais c'est très clair. Donc, Daniel Lévy-Bellassem, vous êtes directrice générale des opérations œuvre Falleret, donc les mains dans le cambouis. Voilà. Alors, vous accompagnez de quelle manière parce qu'en fait, c'est plus que même qu'accompagner, c'est-à-dire que on a l'impression que vous accompagnez partout. C'est-à-dire que, vous êtes une accompagnatrice. C'est un des points qui vient en complément. Alors, moi, c'est pas très important, moi. Mais l'association, ce qui est important, et ça vient compléter ce que tu disais, c'est que l'association, elle a voulu créer des réponses les plus diverses possibles. Donc ça va dans le sens du singulier que tu disais, parce que les besoins sont divers et qu'il s'agit d'être attentif à des réponses spécifiques, que ce soit en termes d'hébergement, de logement, de services ou de prise en compte avec davantage de soins et d'articulation avec les soins externes. Donc oui, il s'agit pour le coup de promouvoir ces différentes réponses
et de maintenir leur diversité. À l'heure où parfois on essaye de rassembler les choses, je pense que la spécificité de chacune des réponses est importante parce que ça veut dire qu'on prend en compte les besoins des personnes. Voilà. Et ce qu'elles disent vouloir pour leur vie. Donc je rejoins le choix de vie, mais l'œuvre Falleret se reconnaît bien dans les 3 dimensions que tu as mis en lumière. Voilà. Donc l'œuvre Falleret, c'est ça qu'elle fait au travers d'un certain nombre d'initiatives, de services, d'établissements, etc. Et les GEM, dont je salue l'excellence des présidents qui ont contribué au débat. Oui, on a pu le remarquer au cours de ces différents débats, effectivement. Alors, Christian Toulec, vous êtes directeur de FAM. Alors, c'est pas F-E-2-M-E, hein, c'est F-A-M. Et masse spécialisée dans l'œuvre Falleret. Alors, expliquez-nous quelle est votre mission et comment vous voyez cet accompagnement. Est-ce que vous êtes en symbiose avec nos 2 interlocuteurs? Est-ce qu'il y a une spécificité? J'espère que oui, hein, parce que sinon, on peut se battre. Hein, c'est pas... Mais voilà, je vois pas comment... Si chacun accompagne de son côté sans tenir compte du trajet, c'est un peu... Voilà. Donc, je vous en prie. Non, nous, la mission première du médico-social, c'est aussi d'accompagner la personne en dehors du soin. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Faire en sorte que l'humain aussi soit au centre de notre préoccupation et au centre de notre mission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord prendre toutes les dispositions pour que le soin continue, parce que c'est vraiment primordial. On est quand même dans des pathologies évolutives et chroniques. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est-à-dire que le soin, c'est quelque chose de nécessaire. Mais en dehors de ça, il faut que la personne puisse se réapproprier sa destinée, j'allais dire. Et puis qu'on évite la double peine. C'est-à-dire le résident, il est déjà prisonnier par sa maladie. On ne va pas le rendre encore prisonnier physiquement parce qu'il est prisonnier de sa maladie. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour nous, c'est de redonner, de gérer cette notion de liberté qu'il a perdue à l'hôpital par mesure de protection, bien entendu, mais c'est lui redonner un sens à sa vie. C'est-à-dire que comme il a été souvent envahi par le délire, là, le délire s'est réduit grâce à l'hôpital, c'est-à-dire qu'on a eu des soins, etc. Mais il faut redonner du sens à sa vie, parce que le délire, c'était le seul sens qu'il donnait à sa vie. Et nos établissements sont là aussi pour redonner ce sens, remplir sa vie et faire en sorte qu'il revienne à une citoyenneté assumée et qu'il ait le choix aussi soit le choix par l'explication de ce qu'on lui donne comme traitement, le choix d'aller dans des associations sportives, etc. C'est-à-dire redonner une place à part entière à un choix de vie qu'il n'a pas pu assumer jusqu'à maintenant. Alors, Joanne Leroc, chef de service, SAMS-œuvre Falleret. Alors, je pense que vous allez aussi dans le même sens, mais quelle est votre mission, vous, particulière? Parce qu'en fait, quand on vous écoute, c'est pas redondant. On sent qu'il y a la même direction, mais qu'il y a néanmoins non pas des cheminements, mais des complémentarités, en fait, oui, moi, à mettre en avant. C'est même un peu plus micro, je dirais, que macro. C'est que en fait, le SAMSA, c'est un service d'accompagnement médico-social pour adultes en situation de handicap psychique, puisque c'est l'œuvre Falleret. Et l'accompagnement de ce que je peux en comprendre dans le pourquoi, dans le sens et dans ses atouts, c'est pour le SAMSA, c'est aller à la rencontre d'eux à un moment donné et durant un moment donné. En fait, on rencontre les personnes à un moment donné de leur parcours de vie et de maladie. Et donc on essaye d'accompagner avec tout ce que vous venez de dire sur la citoyenneté, l'accès à, faciliter, permettre d'eux, durant un moment donné. Et après, qu'on puisse ne plus être là et que les personnes puissent effectivement vivre leur vie dans la cité de manière tout à fait autonome et citoyenne. Leur rendre le maximum d'autonomie, c'est Oui. ça, pour que ce ne soit plus un accompagnement, c'est une prise en charge légère, c'est-à-dire c'est favoriser ce que souhaite faire la personne, ce que vous dites en fait. Voilà. Oui, C'est pas toujours léger. Non. Oui, c'est pas toujours léger, ça peut être assez soutenu et même bien, il y a différents partenaires ou différentes structures qui peuvent intervenir autour d'une même personne, mais ça a du sens. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est peut-être d'alléger, de réussir à alléger et de pouvoir aller vers quelque chose de plus léger. Mais il y a des moments du parcours de vie où c'est plus compliqué que d'autres. Donc je trouve que le SAMSA, ça répond aussi à la question de la souplesse dont vous parliez et personnaliser vraiment l'accompagnement. C'est à un moment donné
Et puis après, on passe à autre chose. Et puis on peut y revenir à un autre moment parce qu'il y en a besoin encore une fois. D'accord. Alors, docteur Anne Rosso, vous êtes psychiatre. Quand vous entendez ça, ça vous paraît pas un peu utopique? Je veux dire que, bon, le premier interlocuteur, c'est souvent le médecin et souvent le psychiatre pour faire face à ces souffrances. Est-ce que pour vous, cet accompagnement, c'est vraiment indispensable? Ou est-ce que finalement, c'est, j'allais dire, non pas un parcours de santé, n'exagérons rien, ce serait c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas accessoire par rapport à vous, votre diagnostic, la façon dont vous voyez les choses. Est-ce qu'il y a une complémentarité entre vous, en tant que médecin soignant, et entre les accompagnateurs, on va les appeler comme ça, voilà. Alors, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour un réseau qui regroupe des secteurs et que nous développons des partenariats. Donc, ça veut dire que nous pensons que nous ne devons pas être les seuls à intervenir auprès des personnes. On est en train de développer l'idée d'un accompagnement dès le début de la maladie et tout au long du parcours. Un accompagnement qui serait modulé en fonction des moments évolutifs de la maladie, parce que les personnes ont besoin, selon les moments, d'un accompagnement plus ou moins important. Et on voudrait faire évoluer et l'accompagnement et les soins, et qu'il y ait, comment dirais-je, un référent social de parcours et un référent sanitaire pour les soins. Et que cette équipe constitue une équipe resserrée auprès de la personne pour, comment dirais-je, l'accompagner dans son insertion, et selon un modèle qui est le modèle du rétablissement. D'accord, donc il n'y a pas... parce que hier, dans l'une des tables rondes, les trois psychiatres qui étaient là le disaient plus ou moins directement. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de règles, mais en gros, le message qui ressortait, c'est que les médecins ne se parlaient pas assez entre eux, entre les différentes spécialités, et que finalement, on avait peut-être trop tendance justement à séparer ce qui est médical de ce qui est l'accompagnement médico-social. Donc vous dites ça, c'est un tout, Oui, et finalement, on a besoin de tout ça pour se réapproprier en quelque sorte une vie quasi normale, ou en tout cas vers le mieux. Oui, riche de sens en quelque sorte. Oui, riche de sens, absolument. Une vie active et riche de sens, qui est l'idée du rétablissement. Bien sûr. Et ça, ce choix... C'est la tendance forte actuelle, Ouais. quand même, de cette Oui, coordination, complémentarité entre l'accompagnement médico-social et le soin. Enfin, vraiment, là, on est dans une pleine cohérence avec les pouvoirs publics par rapport à ça, et quelque chose qui est intéressant. Il y a une notion que je trouve intéressante aussi, c'est en fait l'accompagnement, c'est doser la protection. C'est-à-dire que on posait la question, c'est quoi l'accompagnement face à et la protection au sens large, c'est-à-dire c'est jusqu'où on va doser l'autonomie de la personne dans les risques qu'il va prendre, dans l'expérience qu'il va faire à sortir tout seul de l'établissement ou aller fréquenter un club de théâtre, etc. Est-ce qu'on peut l'autoriser ou pas? Mais de la même façon, par rapport aux soins, par rapport à la stabilisation médicamenteuse, etc., on est aussi sur un enjeu permanent de réflexion sur cette personne qui est hébergée dans un foyer ou cette personne qui est suivie sur un milieu ouvert. Est-ce que aujourd'hui son état, on doit tout le temps être vigilant à l'équilibre aussi des médicaments dont il a besoin pour un minimum de socialisation ou un maximum de socialisation. Donc cette notion d'accompagnement qui est aussi le dosage de la prise de risque, je trouve que c'est une définition intéressante de l'accompagnement. Mais pour aller dans votre propos, en tout cas, et l'expérience que vous vivez, vous, depuis des années, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un renforcement des politiques publiques dans ce sens-là, dans le sens d'une coordination du médico-social. Ça, c'est une vraie avancée liée à la dernière loi sur la santé, mais avant ça. Oui, Daniel. je suis tout à fait d'accord. Il y a un renforcement, on va dans le bon sens. Mais il y a quand même, je trouve encore parfois des freins à des innovations et à des tentatives qu'on pourrait faire en réponse aux attentes des personnes, parce que la réglementation qui a produit du bon, ça fait sortir des projets de terre et des possibilités d'accueillir des personnes. À un moment donné, cette même réglementation qui a permis des choses, elle nous empêche d'avancer plus avant. Oui, il y a un exemple, mais j'ai eu l'occasion d'en discuter ce midi, mais sur un foyer de vie, par exemple, donc un établissement où les personnes vivent au long cours, enfin j'en sais rien, mais en tout cas vivent. Du coup, une à deux personnes qui voulaient aller vers un appartement autonome. Donc, du coup, entre
l'hébergement et la prise en charge un peu complète, et puis l'appartement autonome, il y a quand même un petit delta. Et du coup, l'établissement s'est dit, pourquoi ne pas prendre un appartement, accompagner ces personnes dans un appartement, tout en restant partie prenante de l'établissement, et du coup, aménager des transitions. Donc c'est super, ça correspondait complètement aux besoins des personnes. Et là, pour le coup, on n'a pas encore réussi, mais peut-être parce qu'on n'a pas su bien faire, mais en tout cas, on n'a pas encore réussi à faire passer ça à l'autorité avec laquelle nous traitons pour cet établissement. Voilà. Et je trouve que ça, il y a encore un petit peu de difficulté là-dessus. Parce que, ouais, pour rebondir, en fait, c'est pour moi l'accompagnement. Alors, je suis pas en institution. Enfin, c'est un service ouvert, comme vous disiez. Et la différence, c'est que c'est très personnalisé. Mais parfois, du coup, on a créé des dispositifs où la personnalisation du dispositif, elle devient plus complexe. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des contraintes administratives, il y a toute une organisation pour que la personne puisse vivre dans le lieu ou être accompagnée dans l'endroit. Et du coup, si on personnalise et qu'en même temps on veut rentrer dans les cases, parfois ça ne fonctionne pas. Et du coup, il manque des passerelles pour être au plus près de chaque personne. En fait. C'est les transitions qu'il nous faut aménager maintenant. Ouais. Oui, je vous en prie. En fait, il faut développer un panel de solutions, de logement, d'hébergement, de travail, d'activités, pour que ce soit adapté aux différents moments des parcours des personnes et que ce soit à la fois fluide et souple. L'exemple du foyer de vie, mais il y a l'exemple de l'ESAT. Vous savez, les gens qui travaillent en ESAT et qui sont hébergés en foyer d'hébergement, si elles perdent leur travail, elles perdent leur logement. Ce qui est, comment dirais-je, c'est un bon moyen de faire décompenser quelqu'un. Bien sûr. Bien sûr, je vous en prie. Je voulais revenir sur la notion de gestion du risque. C'est vrai que c'est quelque chose qui est productif, qui est... Devant le micro, s'il vous plaît, parce que c'est... C'est quelque chose qui est productif. C'est pas que le risque au sens où on risque quelque chose. C'est risquer avec la personne quelque chose qui va le faire aller plus en avant et dans le sens de son épanouissement. Pour revenir sur la notion de relation entre le sanitaire et le médico-social, on a des choses encore à perfectionner. Il y a une fluidité qu'il n'y a pas encore aujourd'hui entre le soin et puis l'institut médico-social. L'institution, médico-sociale. Si nous, on est là pour s'occuper du handicap par maladie psychique, l'hôpital, il est bien là pour s'occuper de la maladie psychique. Et il doit continuer. Et c'est ça. Et que ce soin doit se faire à l'extérieur de nos murs pour que l'établissement continue à être un lieu d'épanouissement et un lieu où on ne parle pas de la maladie, mais où on gère la maladie. Donc ça c'est quelque chose qui me paraît important et qui fait que c'est l'essence même de notre action dans les établissements. Juste un petit bémol sur... Je parlais de fluidité entre le sanitaire et le médico-social. Il n'est pas normal que des personnes qui ont des résurgences pathologiques, c'est-à-dire qui rechutent dans nos établissements, doivent faire un périple, c'est-à-dire passer par les urgences, alors que l'hôpital psychiatrique et le service qui le connaît est capable de le prendre... Et quelquefois, on a même des accords avec le médecin traitant et on est obligé de faire un espèce de périple par les urgences. C'est inacceptable. Il faut bien imaginer que quelquefois, le personnel met des heures à convaincre la personne de se faire hospitaliser et on le retrouve dans une salle d'attente à l'hôpital général, dans un endroit où il n'a pas à être, alors qu'il devrait être à l'hôpital et que l'accord avec l'hôpital a été établi. C'est une mauvaise réponse et une bonne question. C'est ça. C'est souvent le cas. Articulation et coordination. Oui, peut-être. Alors, justement, moi, quand je vous entends, j'ai changé un peu de point de vue en vous écoutant. C'est l'accompagnement. Pour vous, c'est l'écoute plus l'action. L'action appropriée. C'est pas uniquement le parcours, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est effectivement ça. Et dans ce cas-là, on comprend que l'écoute, vous la partagez. Elle est d'abord dans le diagnostic, me semble-t-il, et ensuite dans les solutions à mettre en place. Et celles-ci, effectivement, elles ne peuvent pas être comme ça votées dans le cadre d'un plan quinquennal ou je ne sais quoi, puisque ça ne correspondrait à rien du tout. Alors, c'est quand même, effectivement, c'est nouveau, cette entente. Moi, j'ai eu l'impression que pendant longtemps, il y avait des catégories, il y avait des gens qui ne se parlaient pas, qui devaient certainement faire du bon boulot, mais à partir du moment où on n'échange pas la connaissance, la difficulté, c'est qu'on peut très bien, avec la meilleure volonté du monde, faire des bêtises. Enfin bon, c'est pas... oui, je vous en prie. Il y a 20 ans, c'était l'omnipotence du sanitaire, c'est-à-dire l'hôpital pourvoyait à l'ensemble des besoins du malade.
Ce qui est nouveau, c'est que le médico-social, aujourd'hui, pour des raisons économiques, Oui. parce qu'on a jugé que voilà, l'hôpital devait fermer ses lits. Attendez, les urgences, ça etc. coûte cher. Hein. Bien sûr. Bon. Donc pour des raisons qui ne sont pas forcément éthiques, philosophiques, mais purement économiques, on a demandé au médico-social de prendre le relais. Ce qui est un bien, c'est pas le problème. Mais ça demande aussi à faire cohabiter deux cultures, Ouais. même dans nos établissements, Ouais. entre le médical, mes infirmiers, et puis les éducateurs qui représentent l'éducatif, avec un langage différent, une culture différente, avec une histoire différente. C'est comment on arrive à faire un de tout cet ensemble. Mais aussi avec une formation adéquate. Bien Voilà. sûr. Avec la bonne volonté suffit pas, quoi. C'est un pas, peu- Voilà. Il y a un autre Vous en aspect, pour décentrer un tout petit peu par rapport à cet enjeu qui est tout à fait central et important entre le soin et le médico-social, mais il y a un aspect qui, moi, me paraît important, c'est la notion paradoxale de l'accompagnement médico-social, c'est-à-dire le titre, c'est pourquoi est-ce qu'en plus c'est un enjeu sociétal fort, l'accompagnement médico-social. Le paradoxe du médico-social, c'est qu'en fait, c'est une garantie que les pouvoirs publics offre à l'ensemble des personnes concernées par la maladie psychique, c'est-à-dire garantie en termes de disposer de structures souples, ouvertes, fermées, adaptées, dans une grande diversité des outils qui sont nécessaires à accueillir, héberger ou accompagner. Voilà. Donc ça, c'est la garantie des pouvoirs publics. Le problème, c'est qu'on a un risque face à cette garantie, à une trop grande normalisation. C'est-à-dire que nous, acteurs du médico-social, on est confrontés à des pouvoirs publics qui ont tendance un peu à normaliser notre action. Ils ont une garantie à apporter, ils ont du mal, parce que le besoin est énorme et il est mal évalué et il continuera à être mal évalué pendant longtemps. Et nous, notre position, c'est de plus en plus d'être sur une position qui est de dire nous avons besoin de souplesse dans nos réponses, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Oui. d'innovation, d'expérimentation d'un certain nombre de choses. Venez pas trop nous emmerder avec vos normes. Or ça, c'est un vrai paradoxe aujourd'hui qui nous pose problème. Je ne dis pas que les pouvoirs publics ne sont pas à l'écoute de ça, mais ils ne savent pas trop comment s'en démerder, d'après moi. Et donc, ça, c'est pour moi un paradoxe. La nécessité très forte d'équipement, de besoins, de moyens mis en termes Donc de structure, structuration. mais alors mise à disposition des personnes concernées via donc une gestion médico-sociale, mais en même temps, comment est-ce qu'on laisse la possibilité de l'expérimentation, de ne pas enfermer dans des carcans, ce qui rejoint ce que tu disais tout à l'heure en Tout à disant fait. on a quand même des problèmes, même si on est bien compris, on a quand même des problèmes qu'il nous faut dépasser, qui ne sont pas si simples que ça, sur la prise de risque, sur les liens, sur les allers-retours avec l'hôpital, enfin il y a 10 000 choses qu'on pourrait imaginer, aussi bien par rapport au logement que par rapport au travail que par rapport aux soins. Vous avez l'impression d'être entendu, écouté, alors par les pouvoirs publics, et puis par le monde médical aussi, qui représente non pas un monde à part, mais un monde en tout cas où la compétence est reconnue. Je veux dire que autant il y a un besoin de formation dans le médico-social, autant il y a un besoin d'information, me semble-t-il, chez les médecins qui sont déjà formés par définition. Donc, je ne sais pas si je suis clair, Non. si ça va. Ils sont qui sont Formés. Vous Déjà êtes formés formés. par définition. Non, je veux dire que c'est plus l'information Alors- que la formation. Mais voilà. Premièrement, un peu plus fort, parce que c'est horrible, ouais. on parle d'accompagnement médico-social, mais moi j'aimerais bien qu'on parle aussi d'accompagnement social. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il serait souhaitable certainement que les personnes présentant des troubles psychiques graves puissent être accompagnées dès le début de leur parcours et tout au long de leur parcours, bien avant la reconnaissance d'un handicap. Et pour essayer de prévenir le handicap, en fait. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un accompagnement social et assurer la continuité de l'accompagnement social, un accompagnement sanitaire et assurer la continuité de l'accompagnement sanitaire. Et que ces gens travaillent en coopération et en co-responsabilité autour de la personne. Vous voyez, Donc, tout au long de son parcours. Qui serait le Donc quelque chose déclencheur, de oui. totalement décloisonné, je veux dire. Ouais. Bon, on commence par quoi et par qui? Je veux dire, Par Quand on est la souffrant. porte d'accès. oui. Vous Alors, voyez, là- parce que comme Là ce où elle sont, arrive. voilà, Là- là où elle Là où arrive, elle là où arrive. la personne arrive. D'accord. Oui, oui, je vous en prie. Mais je pense que c'est pas On parle de tant la la porte volonté d'accès. des médecins de mettre en place des collaborations. C'est les moyens qu'ils n'ont plus de deux. cette collaboration. Il y a une réorganisation aussi, je trouve, qui est très forte. C'est-à-dire qu'on rencontre aujourd'hui, quand même dans les secteurs, des difficultés d'organisation, de réorganisation, qui font que, effectivement, certainement que l'accompagnement en souffre. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à pas pouvoir bien communiquer ou moins bien coordonner parce que peut-être on est dans des années Bien où sûr. il y a des réorganisations et comment mieux travailler ensemble. Il faut former, effectivement, nous, dernièrement, il y a des jeunes professionnels qui sont partis
en Europe, mais voir ce qui se passait dans l'accompagnement en santé mentale en Europe, mais ça a bougé des choses d'un point de vue de la posture professionnelle très rapidement, parce qu'ils ont vu qu'on pouvait faire différemment et on peut prendre des risques, on peut faire un peu, et que les personnes elles suivent aussi si on peut proposer. Mais je trouve qu'on est dans une phase où il y a beaucoup de réorganisation de services, de secteurs, et que ça bloque énormément de choses. C'est mon ressenti. Oui, en même temps, c'est une ouverture. C'est un moment où on peut faire évoluer peut-être des choses et améliorer les choses. Et elles ont déjà bougé quand même. Oui, on ne travaille pas sûrement. maintenant comme on travaillait ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Enfin, moi qui suis arrivée à Fallereil il y a 10-11 ans, je trouve que quand même les coopérations... Ah, vous êtes arrivée à Fallereil? Ah non, c'est ça. À peu près. Voilà, quand même les coopérations sont plus actives, avec plus de confiance, parce qu'on a déjà fait des choses ensemble et que donc on prend appui là-dessus. On essaye actuellement de co-construire des projets, vous voyez, dès le démarrage des projets. Voilà. Et c'est vrai que l'intervention sociale, vous avez tout à fait raison, c'est important. Alors de plus en plus d'ailleurs, enfin très souvent, les associations un peu spécialisées comme les nôtres sont également gestionnaires de services qui sont dans le social, dans l'accompagnement social. Et donc là, il y a de la prévention qui se fait de façon à ne pas attendre une reconnaissance de handicap par la MDPH ou des choses comme ça. Donc ça, c'est en effet très important, mais on passe beaucoup d'énergie en ce moment. Ça rejoint ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure en termes d'expérimentation, sur faire de l'expérimentation sur particulièrement le social. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va accompagner au travail avec le job coaching de là, comment on va accompagner au logement avec ça fourmille d'initiatives parce qu'on est bien conscient qu'en effet il faut prendre les gens là où ils arrivent et non pas à partir du moment où ils ont une reconnaissance de handicap et notamment MDPH. Mais c'est là où on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire sur un certain nombre de normalisations. Exemple d'un service comme le vôtre ou d'un service chez moi comme un SAVS, sur lequel on n'est payé que quand la personne est reconnue par la MDPH. Or, en fait, du côté d'une personne sujette à la maladie psychique, ça se déclenche à un moment donné. Le besoin, l'acceptation de la personne de dire oui, j'ai besoin d'être aidé, se déclenche à un moment donné. Et il faut qu'on ait de la souplesse, de la réactivité à ce moment-là et ne pas être trop coincé dans les modes de financement de nos structures. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est tout à fait en aparté pour montrer que les médecins sont de plus en plus ouverts pour une raison aussi assez simple. C'est qu'on ne peut pas leur demander tout non plus. Enfin, je veux dire que c'est fini, ça, cette époque. Ça, c'est le 19e siècle. Oui, tant mieux, absolument. Parce que c'est difficile. Ce qu'on leur demande, c'est de se concentrer sur ce qu'ils savent faire. Absolument. Et, se recentrer, même. Bien sûr. Il y a 9 ans, avec France Info, on a lancé un truc qui était complètement aberrant, apparemment, sur ce qu'on appelle les EHPAD. Alors, c'est autre chose, c'est un autre problème, la perte d'autonomie. Mais la perte d'autonomie, c'est un gros handicap aussi. Et donc, l'idée... c'était de tester les maisons de retraite. L'idée, c'était de dire, mais une maison de retraite, finalement, c'est un lieu de vie. Et c'est comme un hôtel, comme un restaurant. Enfin, je veux dire, c'est de l'hôtellerie aussi. Alors, on s'est dit, on ne va pas noter ce qui est médical parce qu'on est parfaitement incompétent pour le faire. Mais pour le reste, on est capable de juger de la propreté d'un établissement, des normes, de l'accueil, de la qualité de la nourriture, etc. Je veux dire, il n'y a pas besoin. Et notre premier appui pour avoir lancé ça sont les médecins. Ils ont dit, mais attendez, parce que nous, on n'y connaît rien là-dedans, c'est pas notre boulot. Et quand on nous dit, docteur, voilà, mamie, elle va pas bien, je sais pas dans quelle maison de retraite, etc., ils prennent le guide en disant, voilà, alors il y a ça, ça et ça, là, ça a été noté de telle manière, avec tel critère, etc., avec des associations de consommateurs. Ce que je veux dire, c'est que c'est nouveau parce que le savoir éclate et en même temps, je veux dire, la souffrance, elle est toujours présente. Donc il faut être capable, effectivement, de l'accompagner. Et puis chacun son métier, je veux dire. Bien sûr. Nous, on ne sait pas faire de l'accompagnement social, c'est pas notre métier. Par contre, il faut qu'on se recentre sur les soins, qu'on développe les soins de réhabilitation pour éviter aussi, pour limiter le handicap. Et il faut aussi comment on pourrait dire ça, favoriser les soins somatiques. Qu'on les coordonne, qu'on les favorise, parce que ce sont des personnes qui sont en déficit, en déficit de soins somatiques. Que ce soit les effets secondaires ou parce qu'elles ne vont pas aux soins. Je dis que l'hôpital, il perd son sens dès lors qu'il perd son objet. C'est-à-dire que dans un hôpital, c'est le soin, c'est pas l'hébergement, c'est pas... Voilà, chacun son métier. Et c'est encore un peu l'hébergement, parfois. Bien sûr. Donc c'est ça aussi, c'est simplement remettre à sa place ce qui aurait dû être à sa place. C'est-à-dire la vocation de l'hôpital et le soin, le médico-social, c'est de se charger d'essayer de faire en sorte que la personne puisse s'épanouir avec sa maladie. Alors on a bien compris que l'accompagnement social et médico-social, donc social, vous y tenez beaucoup, et médico-social aussi, est un atout majeur. Ça, vous avez été extrêmement explicite là-dessus, mais
qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'il est possible de faire en dehors de tout, vous le disiez vous-même, le danger, c'est finalement... Il y a deux dangers. C'est le monde des bisounours, où on veut tout et finalement, c'est pas possible. Même si tout le monde voulait le faire, ça n'est pas possible. Pas seulement pour des raisons budgétaires, pour des raisons, j'allais dire, de cohérence. Et puis, en même temps, parce que, bon, accompagner, mais c'est pour rendre l'autonomie aux personnes, c'est pas pour les laisser dans la dépendance totale, parce que ça n'a aucun intérêt. Bon, et puis l'autre, c'est d'améliorer ce qui existe. C'est-à-dire, il y a des standards, on comprend bien que l'État raisonne par standard. Oui, Comme le plan comptable, il y a des trucs où on rentre ça dans des cases. En même temps, c'est ce que je disais, est-ce que vous êtes écouté des pouvoirs publics? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont capables de comprendre? Oui, donc vous avez raison, il y a le problème du pognon, mais c'est pas le seul. Il y a parfois des trucs idiots qui sont faits quand même, sûr. et qui n'ont rien à voir avec l'argent. Je ne parle pas de la compétence du ministre, etc., ça c'est autre chose. Mais je veux dire que, en tout cas, le principal atout, me semble-t-il, c'est d'être capable d'écouter ceux qui sont en contact, les praticiens, ceux qui sont au charbon tous les jours. Est-ce que vous avez l'impression, en dehors du on vous écoute parce que, bon, voilà, est-ce que vous avez l'impression que ça s'améliore ou ça reste très cloisonné? Sociétalement parlant, puisque c'était aussi là. On a un problème du côté de la santé mentale et du handicap psychique, de la maladie psychique, dans le sens où il est très difficile aujourd'hui d'avoir une estimation pour les pouvoirs publics, d'avoir une estimation réelle de l'étendue des besoins. C'est-à-dire que les besoins sont très divers, ils touchent plein d'aspects de la société. Bien sûr. Les personnes à la rue, les personnes à la rue et la Bien proportion sûr. très importante qui sont touchées par la maladie psychique, les personnes qui sont au travail mais qui sont concernées par la maladie psychique mais qui ne le déclarent pas ou qui le déclarent à bas bruit. On a là un problème particulier de repérage par les pouvoirs publics, grosso modo qui se traduit, je pense que vous en serez d'accord, par une position des pouvoirs publics qui dit « Oulala, où est-ce qu'on est en train de mettre le doigt ?» Donc, une forte pression de la société, de plus en plus forte, qui fait que les pouvoirs publics bougent, mettent des choses, nous entendent, mettent des moyens à travers le médico-social, pas assez, nous on trouve qu'on n'en a jamais assez et qu'il en faudrait plus, mais on a un vrai problème d'anticipation du besoin et vers quoi on va aller. Ce qui veut dire que je crois, moi, alors là ça n'engage plus que moi, mais qu'on va aller vers une nécessité de répondre plus au cas par cas, pas en créant des structures ad hoc simplement, mais en essayant de trouver des réponses sociales, anticipatrices, et il va falloir que les pouvoirs publics nous accompagnent dans cette démarche un peu originale de trouver, d'expérimenter, de faire de l'expérimentation, parce qu'on ne s'en sortira pas sinon, et on va avoir affaire à un effet de rejet du côté des finances publiques, en termes de dire, là, on ne sait pas où on va, et c'est bien trop important. Enfin, bon, je le dis de façon un peu polémique, mais je pense qu'il y a un enjeu de ce type-là. Et puis il y a aussi les personnes qui souhaitent vivre en milieu ordinaire, le plus possible. Oui, bien sûr. C'est la même chose pour les mais personnes c'est ce que âgées, chez soi le plus longtemps possible. C'est ce que j'entends par expérimentation, c'est-à-dire voir comment est-ce qu'on peut rester en marge des dispositifs lourds du médico-social, notamment avec tout un tas d'inventions apportées. Et notamment, là, ça a déjà été dit, mais je crois qu'il faut vraiment le redire, il faut qu'on arrive à avancer ensemble, c'est du côté des logements. Oui. Et du côté des logements dans lesquels, effectivement, on peut, si besoin, développer, déployer un accompagnement autour de la personne en lui demandant où elle veut aller et quel est son choix de vie et comment nous, on peut aider. Arrêtons de mettre des personnes concernées par la maladie psychique à la rue parce qu'ils deviennent invivables au niveau de leurs voisins. Plutôt que de les mettre à la rue, les faire arriver les mettre donc en grande précarité et devoir développer des moyens pas possibles pour les ressortir de la précarité et de la rue, ce qui est très compliqué pour leur retrouver des solutions adaptées. Alors qu'en fait, en bonne intelligence avec des bailleurs sociaux, etc., on pourrait imaginer un accompagnement au moment où le problème se pose. On pourrait imaginer d'ailleurs des sorties de la location pour des locations spécifiques et des mises à l'abri, mais à distance du voisinage pendant un temps. Enfin, il y a plein de choses qui se travaillent aujourd'hui, qui s'imaginent là-dessus dans nos associations, mais c'est en effet souvent des petites actions qu'on n'arrive pas forcément à développer à la hauteur où on voudrait. Christian ? Oui, aujourd'hui, le problème principal qu'on a, c'est d'abord le manque de structure. Oui, bien sûr. Je le dis entre parenthèses, on est obligé d'envoyer en Belgique des personnes avec ou sans leur consentement en Belgique, ce qui est scandaleux, alors qu'en France, en Belgique, les établissements ne sont pas normés de la même façon,
Ce qu'on nous impose en France, c'est au niveau de la sécurité, au niveau de la qualité, et tout est contrôlé. En Belgique, c'est pas ça. Et puis en plus, c'est pas forcément tout le temps à but non lucratif. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Qu'on puisse envoyer des malades à 200 km de la région parisienne, sans leur consentement, dans des structures d'accueil qui ne sont que des structures d'accueil, pour la plupart, certaines ont des équivalences en France, mais la plupart, on est plus dans du business, quoi. Et ça, c'est inacceptable, inacceptable. C'est vrai que moi, j'ai eu le cas dernièrement. Alors, c'est compliqué de comprendre comment on fonctionne quand on n'est pas dans le secteur. C'est compliqué pour les personnes de comprendre ce qu'il y a, comment y aller. C'est pas simple. C'est vrai qu'il faut se renseigner. Il faut là aussi se faire accompagner pour pouvoir rentrer dans les dispositifs. Et pour les familles, c'est pas simple. Donc, des journées comme aujourd'hui, ça permet de mieux connaître. Bien sûr. Mais dernièrement, un hôpital m'a contacté pour une jeune femme de 25 ans qui vivait toute seule dans son appartement et qui s'était vraiment laissée dépérir, faute d'une présence soignante à un moment donné au niveau du traitement. Et du coup, la famille avait entendu parler des structures en Belgique, donc s'est dit, c'est la solution. Et là, l'hôpital leur a dit, mais attendez, elle a 25 ans, on n'a rien essayé encore. Et donc l'appartement avait été rendu, tout ça. Enfin voilà, il n'y avait plus de possibilités. On repartait. Ça rejoint ce que disait Bernard. On repartait case départ. Et c'est vrai que là, c'est là où il faut travailler tout de suite ensemble et de manière simplifiée. Il existe ça. Tiens, si elle reprend un petit logement, peut-être qu'on peut mettre un petit soutien supplémentaire. Bon, là, c'était le SAMSA, ça aurait pu être autre chose. Et puis retenter quelque chose. C'est vrai qu'aussi accompagner, c'est aussi tenter, en fonction du parcours de la personne et en lien avec le plus tôt possible. Et parfois ça s'arrête, parfois ça reprend. Et puis en lien avec la coordination des secteurs du médical et du médico-social. Le docteur Rousseau parlait justement en disant il faut y aller par la porte d'entrée. Bon, justement, ce qui manque pas, c'est un coordinateur ou un associé dans un orchestre. Le chef d'orchestre est vachement important. Mais je ne sais pas. Ouais. Non, mais c'est un gros point d'interrogation pour moi, ça, parce que dans l'organisation actuelle, qui va coordonner quand et comment? Mais c'est une vraie réflexion. On l'a en ce moment au niveau des financeurs, justement, sur des groupes de travail par rapport au futur plan 2017-2021 sur Paris. Un référent de parcours, ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quelque chose peut-être à créer et à penser, mais je me dis, par exemple, le SAVS ou le SAMSA, ça va être 2 ans, 3 ans, et puis sur quel plan? Après, dans une structure d'accompagnement, ça va être peut-être plus longtemps. Enfin, c'est comme c'est assez cloisonné, il n'y a pas cette souplesse de passerelle. Il est où le référent et il fait quoi? Vous avez raison, puis il y a des problèmes de moyens, parce que si pour un référent, c'est de ne pas aboutir à une solution, c'est un peu stupide. Au moins, ça marche bien avec les médecins. Vous voyez votre généraliste, vous avez mal quelque part, et c'est lui qui vous oriente, après en disant il faut voir un stomato. Ouais. Oui, mais là, ça fonctionne, parce qu'on comprend pourquoi. Parce que c'est pas parce qu'on a, je sais pas, mal là que ça vient de là. Enfin, je veux dire, tout le monde le sait. Et là, c'est la même chose. La difficulté, c'est que si tout le monde ici, vous savez parfaitement diagnostiquer où est le problème, c'est vrai que de mettre quelqu'un à la rue, c'est la pire des choses à faire. Et peut-être que d'ailleurs, même quelqu'un qui ne présente pas une grande fragilité, le simple fait d'être à la rue, par des accidents de la vie, etc., ça va peut-être faire naître des pathologies, justement, parce qu'on n'est pas fait pour ça. Enfin, on est fait pour vivre autrement, dignement en tout cas. Et peut-être que c'est là aussi, s'il n'y a pas de solution au niveau du logement, si vraiment il faut retrouver un logement à quelqu'un et qu'il n'y en a pas, je veux dire, quelle que soit votre bonne volonté, on fait quoi? Mais souvent, la situation sera un peu plus complexe que ça. C'est vrai qu'en France, on souffre de logements sociaux, on le sait bien, etc. Ceci dit, il est surprenant de voir à quel point les logements existent. On arrive aujourd'hui, dans l'action de nos associations, à capter des logements auprès des bailleurs sociaux. Quand je dis capter, c'est-à-dire travailler suffisamment en confiance auprès des bailleurs sociaux pour dire cet appartement-là est disponible, mais le bailleur social le met à disposition d'une association, à condition que l'association gère et assure et garantisse le suivi de la personne qui sera mise et, si possible, rentrer dans tel ou tel dispositif, etc. Donc, là aussi, bien évidemment, globalement, on a un manque de logements sociaux en France. Mais sur la maladie psychique, par exemple, et le travail avec les bailleurs sociaux, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire et beaucoup plus qu'on le pense généralement. Moi, je sais que, c'était pas ma matière première, lorsque je suis arrivé à la tête de la psy, j'ai découvert la richesse qu'il pouvait y avoir en termes de relations de confiance avec les bailleurs sociaux en leur proposant des solutions innovantes d'accompagnement. Donc,
C'est un peu complexe et à chaque fois, il y a des moyens de tenter des choses qui me paraissent intéressantes. Et il y a de la bonne volonté du côté des bailleurs, parce que les bailleurs, eux, ils sont emmerdés. Ils n'ont pas du tout envie de mettre à la porte quelqu'un. Ils sont bien conscients d'une fragilité. Mais ils n'ont pas forcément la solution qui correspond. Et on a les mêmes expériences du côté du travail, de la mise au travail. Le travail en coopération avec les bailleurs, c'est donnant-donnant en fait. Vous voyez, ça fait quelques années qu'on travaille en collaboration avec des bailleurs. Eux aussi ont besoin de faire accéder aux soins des personnes qui sont dans des logements et qui ne vont pas bien. Et nous avons besoin que des personnes puissent rentrer dans des logements parce qu'elles en ont besoin. Oui, tout à fait. Et en fait, à partir du moment où on décloisonne, il y a des bonnes volontés partout en fait. Oui. Alors, je rebondis sur votre question qui était coordinateur ou pas coordinateur. Je pense qu'il y a en tout cas un constat qui doit être fait aujourd'hui, c'est que les pouvoirs publics ont compris quelque chose, c'est qu'il faut qu'ils comprennent mieux les réseaux qui existent et qu'ils activent mieux les réseaux qui existent. Quand je dis les réseaux qui existent, c'est les différents acteurs, que ce soit les acteurs sociaux, médico-sociaux, nos associations, d'autres, les médecins généralistes, d'autres. Et c'est vrai qu'on voit fleurir un peu partout, mais c'est assez nouveau, des centres ressources sur le handicap psychique. Il y en a à Paris. On est plusieurs à être associés pour gérer notamment, entre autres, le CAPSI, mais il y en a qui font fleurir et qui sont en train de se développer à différents endroits. Dans un des atouts, c'est en fait la meilleure connaissance des acteurs eux-mêmes de leur propre réseau. C'est-à-dire, alors on n'est pas sur une solution coordinateur, on est sur une solution connaissez-vous ensemble voilà. Et éventuellement fonction observatoire pour les fonctions publiques, pour les pouvoirs publics, en termes de dire est-ce que vous repérez bien qu'il y a ça, que ça a l'air de fonctionner bien, on n'a pas apporté un jugement dessus, mais que ça semble pertinent, et puis que d'autre part il y a ça qui existe et ça qui manque. Alors là, il y a en ce moment une sensibilité des pouvoirs publics là-dessus, mais avec à bas bruit, avec pas beaucoup de moyens. Après, ça dépend des régions. Alors, je ne vais pas vous faire de la provocation, mais moi, ce qui m'a étonné quand j'ai entendu un petit peu tout le monde, c'est le nombre d'associations, c'est énorme. Bon, alors heureusement, vous vous regroupez, etc., et vous tirez dans le même sens. Donc, mais ce n'est pas un obstacle, il y a autant d'associations, je veux dire, pour les pouvoirs publics, d'avoir autant d'interlocuteurs, je ne fais pas du tout le défenseur des pouvoirs publics, mais je me dis que finalement, à partir du moment où quelque chose est plus facilement identifiable, c'est plus facile de trouver une solution. Oui, mais en même temps, c'est quand même l'histoire du secteur. Hein. L'histoire de ces réponses-là, elle est venue parce qu'il y a eu un groupe de personnes qui s'est mobilisé pour porter, pour créer, pour faire sortir de terre, etc. C'est du militantisme. Hein, toutes les personnes qui, à quelque place qu'elles soient, qui sont là, elles ont contribué à faire sortir de terre. Alors que ça soit compliqué pour les pouvoirs publics, oui, certains tout petit peu. Les associations se regroupent un peu plus maintenant. Voilà, en tout cas, elles se connaissent un peu mieux qu'avant. Je pense que ça, c'est clair, que ce que tu dis autour des centres de ressources ou même des réseaux professionnels dans lesquels on est les uns et les autres. On se connaît plus, on est davantage à même d'orienter vers l'autre pour que la personne, elle ait une réponse, que ce soit dans notre association ou dans l'autre. Ce qui compte, c'est qu'elle ait une réponse. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'ouverture dans notre coopération mutuelle. Et là, je trouve que c'est quand même... je peux comprendre qu'arrivant de l'extérieur, on ne sache pas où s'adresser. Ça, je pense que il y a quelque chose du guide du routard du social qu'il faudrait faire. Alors vous commencez là, ensuite vous allez là, et ensuite il faut faire ça. Non, ça je crois que pour quelqu'un qui est en dehors... Mais ensemble, je trouve qu'on n'assume pas trop mal l'information donnée à... Bon, allez, adressez-vous là, et à partir de là, vous pourrez construire quelque chose, etc. Il me semble que tous, on accepte d'avoir cette mission de guide de la route, de guide des premiers pas de la route. Moi, c'est vrai que je passe beaucoup de temps, quand j'ai des appels pour des demandes, à réorienter et sur les autres partenaires du secteur, parce que j'ai identifié que le besoin demandé ne correspond pas forcément à ma manière d'accompagner, mais à une autre. Parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que chaque personne a des besoins, ça peut être à un moment donné un peu plus sur de l'activité ou de proximité ou complètement différent. Et donc, comme on se connaît quand même mieux, on arrive mieux à orienter vers les uns et vers les autres. Ou le lieu de domicile, tout simplement. Moi, j'habite dans le 15e et vous êtes dans le 18e. C'est un peu loin, c'est trop compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il y a près de chez vous ? Enfin, voilà, c'est Je vous en prie. Ça a été la mission première des MDPH, les maisons du handicap, qui n'ont pas fait le travail nécessaire, qui n'ont pas pu le faire. Et ça, c'est quelque chose et qui devient pour nous, on pourra en parler des heures de la MDPH, mais
Oui. C'est plutôt un service administratif qui joue pas son rôle premier, ce dont pourquoi il a été fait, et qui devient même quelquefois des freins dans nos établissements. Enfin, si je me permets, vous êtes un peu injuste là-dessus, mais je partage une partie de la critique qu'il peut y avoir sur. On en attend beaucoup. C'est vrai que sur l'essentiel, les MDPH ont quand même joué le rôle d'être ce lieu de ressourcement pour les personnes concernées, avec une obligation de réponse et d'orientation quand même, qui a été un vrai progrès au moment où ça s'est mis en place. Alors, on peut être déçu sur la façon dont ça se développait. Je pense qu'on a encore beaucoup d'attentes, c'est pour ça. On peut avoir des avis un peu différents. Oui, parce que le facteur temps est important. 8 mois pour prendre une décision, ça dépend des MDPH, ça dépend. Oui, mais bon. Bah écoutez, au moins ça existe et c'est perfectible. C'est perfectible. C'est déjà, c'est-à-dire que le problème existe quand même et qu'il faut peut-être mettre un peu de turbo pour que ça aille mieux, mais c'est déjà quelque chose. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'on a à peu près répondu à la problématique, parce que moi je suis complètement obsédé par la thématique. L'accompagnement social et médico-social, un atout majeur. C'est bon, on est fatigué à la fin de la journée. Des questions? Non? Non? Est-ce que vous avez en guise de conclusion un souhait, un vœu, enfin c'est des mots que j'aime pas beaucoup, mais en même temps une action extrêmement concrète à promouvoir est possible à réaliser? Quelle serait-elle? Enfin, je vous adresse ça collectivement. Christian. Oui, je voudrais qu'on pense aux malades qui sont encore hospitalisés, faute de place d'abord, et aussi faute du fait qu'on ne puisse pas les accueillir, d'une part parce qu'ils ont une pathologie très lourde, que même nous, médico-social, on ne peut pas prendre, et ce n'est pas pour ça qu'on doit les laisser à l'hôpital. Ce n'est pas parce que, je pense notamment aux personnes qui font des pharmacorésistances, par exemple, où les neuroleptiques, c'est-à-dire les médicaments, ne sont pas efficients et sont délirants, mais c'est des personnes qu'on peut accompagner avec des moyens, par exemple. Il faut savoir que quand une personne chez nous est hospitalisée, on ne touche pas de prix de journée. Ça, c'est un handicap. C'est-à-dire la notion de risque, on parlait de la notion de risque, c'est aussi un risque financier pour nos établissements. Bien sûr. À travers le fait qu'on ne peut pas prendre ces personnes. Et je pense à eux parce que c'est pas normal qu'ils soient encore à l'hôpital, alors qu'on pourrait leur offrir autre chose et avec plus de sens et donner du sens à leur vie tout au moins. Tout à fait. Et ce serait, puisqu'on est toujours en train de compter, c'est un peu normal aussi, ce serait certainement moins coûteux. Bien sûr. Ça coûte cher, encore une fois. L'hôpital coûte cher, mais à juste titre. Nous, on coûte le tiers. Oui, bien sûr. Bien sûr. Absolument. Un vœu pieux également, c'est que on voit l'ampleur du problème de la maladie psychique pour les pouvoirs publics. Il faut absolument, mais on est en train de d'œuvrer à ça, que les fédérations, les mouvements nationaux qui sont concernés se coordonnent encore mieux pour arriver à monter des actions de lobbying du côté des pouvoirs publics qui sont absolument nécessaires. Des associations comme le Falleret font des tas de choses, l'UNAFAM intervient, plein d'acteurs interviennent qui sont intervenus dans les différentes tables rondes. Aujourd'hui, on a un besoin sur la maladie psychique de lobbying du côté des pouvoirs publics. Or, ce lobbying, on arrivera à l'avoir avec encore une plus grande coordination entre les acteurs nationaux, fédérations, mouvements professionnels. Et c'est vraiment quelque chose dont on a impérativement besoin pour déboucher vraiment sur une prise en charge. Voilà, donc, je pense que c'est un enjeu très important actuel. Alors, monsieur, oui, venez près du micro, ce sera plus simple. On va vous écouter. Bonjour, je suis un parent d'enfants handicapés, d'adultes, qui réside chez M. Toulek à Draveil, donc à la résidence du docteur Falleret. On sait tous qu'à partir d'un certain niveau, nos enfants se stabilisent, en schizophrénie en particulier, et ce qu'on demande avec l'UNAFAM, dont je suis représentant de l'UNAFAM auprès du CVS de Falleret, c'est que lorsque ces enfants adultes arrivent à une certaine autonomie, presque autonome, eh bien ça donnerait de la place à ceux qui sont en surliste. Donc de les libérer et de faire des petites structures qui seraient toujours accompagnées par le foyer ou par des médecins locaux ou l'assistance sociale qui seraient surveillés, qui ne seraient pas complètement à l'extérieur pour éventuellement faire des problèmes avec les voisins. Alors je demande que ces petites structures se développent rapidement parce que ça sauverait beaucoup de places, beaucoup de malades et ça permettrait d'accéder à l'autonomie presque complète. Parce que vraiment, je vois les résultats au bout de 6 ans,
mon fils a très bien évolué et il gère très bien. Je suis curateur, mais j'ai demandé la levée au juge, qui ne m'a pas répondu encore, mais il est capable de gérer tout seul. Oui, moi, c'est une solution raisonnable, on comprend bien. Merci. Merci. Christian. Non, je disais que ça tombait bien parce qu'il est prévu d'aller en studio. On est en train de monter un dispositif de studio. Donc il fait monsieur Dans fait son l'enceinte. fils de monsieur dans l'enceinte pour les préparer parce que c'est de la rééducation, comme Bien dans sûr, toutes les bien sûr. pathologies. Il y a de la rééducation. Donc là, c'est la reprise à l'autonomie et c'est continuer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nos établissements soient des cul-de-sac, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'on pourrait oui, faire ronronner absolument. nos établissements et c'est le danger. Il faut qu'il y ait un ailleurs, tout le temps un ailleurs. Tout le temps un ailleurs. C'est l'histoire du panel de solutions d'insertion par le logement et par l'hébergement, avec une fluidité entre ces solutions. Je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas trop développé, mais je pense qu'il faut le mentionner quand même, c'est l'importance et la nécessité de l'accompagnement et de la formation des professionnels. Oui. Voilà. Je On en pense a parlé, que mais on on en l'a pas- a oui, un tout ouais, petit on peu l'a parlé. évoqué, Je ouais. pense que là, il faut. On est tous conscients et on commence à créer des choses là-dessus. On est tous conscients qu'il faut accompagner les professionnels qui arrivent voilà, sans trop de repères, etc. Et qu'il faut aussi leur permettre de mieux comprendre les personnes pour mieux les accompagner. Mais Daniel, c'est quasiment toute la journée de demain. Donc, Non, mais je serai là, j'écouterai. Donc on n'a pas fait l'impasse, mais on essaye de... après l'état des lieux d'hier, après comment vivre avec un problème de santé mentale, et là on voit très bien la nécessité d'aborder effectivement cet aspect de l'accompagnement aussi des professionnels et de leur formation spécifique. Encore un mot, puis Oui. après on arrête. Moi, vous en je prie. voulais juste, après la discussion, j'imaginerais, enfin, il y a souvent des choses qui me traversent l'esprit sur comment mieux accompagner, quelle perspective, ce serait quoi les projets un peu de demain, un peu innovants. Et c'est vrai qu'il existe beaucoup de choses sur Paris, quand même. Il y a beaucoup d'équipes mobiles de précarité, il y a beaucoup d'équipes mobiles qui existent. Mais c'est vrai que en écoutant, je me disais, j'imaginerais quelque chose où effectivement il y a des professionnels à la fois du secteur sanitaire et des professionnels du secteur médico-social qui puissent monter une unité financée, je ne sais pas comment, avec des autorisations, je ne sais pas comment, mais qui pourrait accompagner les personnes à un moment donné. Voilà. Bien sûr. On a créé une équipe comme ça, un peu, une équipe passerelle pour accompagner, pour aller au-devant des personnes, sanitaires et médico-sociales. Et orienter et proposer d'affiner un peu le... ouais. Madame, vous vouliez prendre la parole, je vous en prie. Je suis parent d'un enfant qui est handicapé psychique et qui habite dans un appartement indépendant, social, après être resté 1 an dans un appartement thérapeutique et qui n'a aucun accompagnement chez lui, et alors que lui-même a dit « je ne veux plus d'accompagnement » et ça s'est passé comme ça et ça suffit. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que je peux faire quelque chose pour pallier à ce manque et demander quelque chose, ou est-ce qu'on ne va pas m'écouter? Parce que je suis le parent et pas lui. Alors on écoute qui, les parents ou voilà. Et oui, mais je peux comprendre, hein, c'est un peu désarçonnant, mais en même temps, tout ce qu'on a dit hier et tout ce qu'on va continuer à dire, que prendre en compte la place de la personne et le choix qu'il veut faire, etc., ça ne veut pas dire accepter tout ce qu'il dit comme ça et le mettre en œuvre tout de suite, mais on ne peut pas faire l'impasse non plus sur ce que la personne va dire. Mais continuer à la solliciter. Voilà, c'est ça en fait. Continuer à la solliciter, ne pas arrêter de proposer de solliciter, peut-être par diverses personnes et divers interlocuteurs. Donc il faut forcément pas abandonner cette affaire-là, mais on peut forcément pas le forcer. Très bien, je crois que c'est une belle conclusion. Donc ne pas forcer, accompagner, convaincre, dialoguer. Oui, convaincre, Voilà, dialoguer. tout à fait. On se retrouve, alors je pense qu'on peut applaudir tous nos intervenants. Et on se retrouve dans une vingtaine de minutes avec les grands témoins pour en quelque sorte une synthèse et la préparation des réjouissances de demain. Merci à tous.